On va corriger un exercice de probabilité faisant intervenir notamment la loi binomiale. Donc dans la partie A, on vous dit un groupe de 50 coureurs portant des dossards numérotés de 1 à 50 participe à une course cycliste qui comprend 10 étapes et au cours de laquelle aucun abandon n'est constaté. À la fin de chaque étape, un groupe de 5 coureurs est choisi au hasard pour subir un contrôle antidopage. Ces désignations de 5 coureurs à l'issue de chacune des étapes sont indépendantes. Un même coureur peut donc être contrôlé à l'issue de plusieurs étapes. Première question, c'est à l'issue de chaque étape, combien peut-on former de groupes différents de 5 coureurs? Alors, dans cette première question, donc, je m'intéresse au nombre de combinaisons de 5 coureurs que je peux faire lorsque il y a 50 coureurs devant moi. Ce nombre de combinaisons, si vous avez vu le chapitre sur dénombrement et combinatoire, vous pouvez le trouver. Si vous n'avez pas vu ce chapitre, eh bien, vous pouvez passer cette question. Alors, ce nombre de combinaisons, c'est le nombre de manières de choisir 5 numéros parmi 50 numéros, c'est-à-dire 5 coureurs parmi 50 coureurs. Ce nombre de combinaisons est égal à, il est égal à 50 factoriel divisé par 5 factoriel fois 50 moins 5 factoriel. Donc factoriel 50 divisé par factoriel 5 factoriel 50 moins 5. Qu'est-ce que ça vaut ce nombre? Eh bien ça vaut factoriel 50, c'est 50 fois 49 fois 48 fois 47 fois 46 fois 45 fois 44 et ainsi de suite jusqu'à fois 2 fois 1. Donc je multiplie tous les entiers naturels plus petits que 50 entre eux. Ça, c'est factoriel 50. Vous n'êtes pas obligé d'écrire tout ça un jour de bac, hein. Vous pouvez directement faire le calcul avec votre calculatrice. Je redétaille pour ceux qui n'ont pas très bien compris. Factoriel 5 en bas, ça me donne 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, multiplié par, et donc ici 50 moins 5, 50 moins 5, ça fait 45. Donc finalement, c'est factoriel 45. Donc 45 fois 44 fois 43 fois etc. jusqu'à fois 2 fois 1. Donc voilà mon calcul. Pour m'éviter des calculs trop compliqués, si jamais j'arrive pas à faire le factoriel avec ma calculatrice ou que j'arrive pas à taper directement ce nombre de combinaisons, eh bien ici je vais pouvoir simplifier des choses puisque je n'ai que des multiplications au numérateur et que des multiplications au dénominateur. Je m'aperçois qu'ici j'ai 45, 44, 43 qui a simplifié avec le 43. En fait là j'ai multiplié tous les entiers naturels inférieurs à 45 sauf 0 et je les retrouve tous ici. Donc en fait ils vont tous se simplifier. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 50 fois 49 fois 48 fois 47 fois 46, divisé par 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Après, on pourrait même s'amuser à simplifier encore plus. Donc 50 fois 49 fois 48 fois 47 fois 46 sur 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Voilà, donc plusieurs possibilités. Soit vous tapez ça sur votre calculatrice si vous savez l'utiliser. Vous utilisez combinaison pour les TI et vous utilisez le gros C comme ça là, quand vous êtes sur Casio. Donc par exemple sur Casio, vous allez taper 50, le gros C, 5. Sur TI, vous allez taper 50, combinaison 5. Et ça va vous donner directement le résultat. Après, vous êtes censé connaître cette définition quand même. Donc, je vais l'effectuer avec ma calculatrice. Voilà. Par exemple, moi, avec une TI, je vais taper 50. Je vais aller dans le catalogue. Donc, le catalogue, il est là, hein, au-dessus de la touche 0. Donc, catalogue. Je vais taper sur la lettre C pour aller directement au mot qui commence par la lettre C. Et je vais avoir combinaison. Voilà. Donc, je valide. Donc, vous voyez, ça m'écrit un C comme ça. Ça ne m'écrit pas combinaison, ça me met le C. Et donc, il y a 50, C, et je demande 5. Donc, c'est ce nombre-là. Donc, la réponse s'affiche.
Maintenant, juste pour vous montrer que ça vaut bien la même chose que ce qu'on avait écrit en bas, on avait écrit 50 fois 49 fois 48 fois 47 fois 46 divisé par 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Bon, le fois 1 ne sert à rien, mais bon. On trouve bien exactement le même nombre. Donc voilà, donc ça c'est le nombre de combinaisons que j'ai de choisir 5 joueurs, 5 coureurs parmi les 50 coureurs de ma course. Donc je vais le noter maintenant sur mon tableau. Donc c'est égal à, mon feutre est là, c'est égal à 2 118 760 combinaisons. D'accord? Donc la question c'était à l'issue de chaque étape, combien peut-on former de groupes différents de 5 coureurs? Eh bien, on peut former 2 118 760 groupes différents de 5 coureurs. Alors là, ça a pris un petit peu de temps parce que je vous ai tout réexpliqué. Maintenant, il faut savoir qu'un jour de bac, c'est extrêmement rapide. Vous mettez le nombre de combinaisons de 5 coureurs différents qui peuvent former à l'issue de chaque étape et vous écrivez ça, égal, vous écrivez directement le résultat, vous avez les points puisque vous avez fait le travail. Moi, ça m'a pris un petit peu de temps pour tout réexpliquer, mais en réalité, vous pouvez écrire ça, égale ça, grâce à votre calculatrice, ça ne pose aucun problème. Sachez quand même que cette formule est au programme, donc il faut la connaître. Alors, dans la question 2, on vous dit on considère l'algorithme ci-dessous. Alors, c'est un algorithme qui est écrit en langage Python, hein, donc j'ai changé un petit peu le sujet original qui était écrit en langage de la vie courante. Donc, import random, donc ça vous savez, import c'est pour utiliser les fonctions d'une certaine bibliothèque. Donc là ici c'est le package random, donc c'est pour pouvoir utiliser en fait les fonctions qui sont là, random, randint, etc. Donc on ne fait pas trop attention au début, c'est juste pour que le Python aille bien chercher le bon langage. Donc on vous dit A, B, C, D, E, toutes ces variables sont initialisées à 0. Ensuite on vous dit tant que A est égal à B, ou que A est égal à C, ou que A est égal à D, ou que A est égal à E, enfin bref, tant qu'il y en a deux qui sont égaux entre eux, eh bien on va choisir A, B, C, D, E, on va choisir à chaque fois une valeur entre 1 et 50 au hasard. Donc c'est la fonction randint, donc rand comme random, integer. Donc du coup, A va être égal à un nombre choisi au hasard entre 1 et 50, pareil pour B, pareil pour C, pareil pour D, pareil pour E. Si jamais ils sont tous différents, eh bien on passe au print, mais si jamais il y en a deux qui sont égaux, bah, ça veut dire qu'ici, la condition while va être encore vraie. C'est-à-dire, on me disait tant qu'il y a A qui vaut B, ou que A vaut C, ou que A vaut D, ou que B vaut D, ou que B vaut E. Bref, tant qu'il y en a deux qui sont égaux, on recommence à rechoisir 5 nombres aléatoires entre 1 et 50. Voilà. Donc, en fait, l'algorithme s'arrêtera quand mes nombres choisis au hasard ici, mes 5 nombres seront tous différents. Ce seront tous bien des nombres entre 1 et 50. Et donc, on va me demander d'afficher A, B, C, D et E, c'est-à-dire mes 5 nombres, qui très certainement dans cet exercice vont correspondre aux 5 numéros de dossard des coureurs choisis. Donc maintenant qu'on voit un petit peu à quoi sert cet algorithme, eh bien on va pouvoir répondre à la question A. La question A, on nous dit parmi les ensembles de nombres suivants, lesquels ont pu être obtenus avec cet algorithme. Donc on observe ici les ensembles et du coup on va regarder. La seule chose qui faisait que l'algorithme s'arrêtait, c'était qu'il fallait que A, B, C, D, E soient tous des entiers différents les uns des autres. Donc, on regarde les listes, et les listes où j'ai que des entiers différents les uns des autres, eh bien, ça va me donner, alors je dis les listes et les ensembles, ça va me donner les possibilités qui pouvaient être données par l'algorithme. Donc, par exemple, L1, je m'aperçois qu'il y a 2 fois le numéro 2. Donc ça, c'est pas possible, mon algorithme, il devait continuer à tourner tant qu'il y en avait 2 qui étaient égaux. Donc là, normalement, il aurait dû repérer que A et D étaient égaux, et donc il aurait dû refaire un tour de boucle au minimum pour rechanger tous les nombres et qu'il n'y en ait pas 2 égaux. Donc le L1, ce n'est pas une possibilité qui pourrait être donnée par l'algorithme. Donc on l'écarte. L2, dans L2, on n'a bien que des nombres entre 1 et 50, hein, et ils sont tous différents. Donc visiblement, L2 aurait pu être obtenu par l'algorithme. L3, je m'aperçois qu'il y a 2 fois 17.
le B vaut 17 et le D vaut 17. Donc normalement, mon algorithme, il aurait dû le repérer là-dedans. Il aurait dû relancer un tour de boucle pour rechoisir des nombres différents. Donc la L3, on l'écarte. Et la L4, tous les nombres sont bien entre 1 et 50. Ils sont tous bien différents de A2. Donc ça veut dire que finalement, il y a deux ensembles qui auraient pu être donnés par l'algorithme. Ce sont L2 et L4. Donc les ensembles qui peuvent être obtenus par l'algorithme sont L2 et L4. Voilà, donc si on me demandait de justifier, je dirais que dans L1 et dans L3, à chaque fois, il y avait un numéro qui était répété 2 fois et que donc ça excluait cette possibilité. Pour la question B, c'était que permet de réaliser cet algorithme concernant la course de cyclistes? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire qu'en fait, ça permet de constituer mon choix des coureurs qui vont être, donc ma liste de 5 coureurs qui vont être contrôlés. Donc, concernant la course, cet algorithme peut être utilisé pour le choix des 5 coureurs donc pour le choix des 5 coureurs contrôlés pour une étape. Donc en gros, les organisateurs de la course, eh bien, ils lancent cet algorithme chaque soir pour savoir qui ils vont contrôler. Donc l'algorithme va leur sortir 5 numéros de dossard différents qui peuvent être répétés d'un soir sur l'autre, hein, ça c'est pas un problème, mais par contre le même soir il y aura 5 numéros de dossard différents. Pour la question 3, on vous dit à l'issue d'une étape, on choisit au hasard un coureur parmi les 50 participants, établir que la probabilité pour qu'il subisse le contrôle prévu pour cette étape est égale à 0,1. Donc, la probabilité lorsqu'on choisit un coureur au hasard pour qu'il subisse un contrôle, il faut regarder la proportion de coureurs tout simplement qui vont être contrôlés. Donc la probabilité de subir un contrôle, bien, tout simplement, il y a 5 coureurs qui vont être contrôlés parmi les 50. Il y a donc un coureur sur 10 qui va être contrôlé. Ça veut bien dire que la probabilité pour un coureur d'être contrôlé, c'est une chance sur 10, puisqu'il y a 5 coureurs contrôlés sur les 50 coureurs présents. Donc 1 sur 10 est contrôlé, donc chaque coureur a une chance sur 10 d'être contrôlé. Question suivante, question 4. On note X, la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de contrôles subis par un coureur sur l'ensemble des 10 étapes de la course. Quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X et préciser ses paramètres? Donc grand X, c'est la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de contrôles subis par un coureur sur l'ensemble des 10 étapes de la course. Alors, si on prend un coureur, en fait, donc il va y avoir 10 étapes, donc 10 fois de suite, on va interroger en fait les organisateurs de la course pour savoir s'il est contrôlé ou pas. Donc la première fois, premier jour, il peut être contrôlé ou ne pas l'être. On a dit qu'il avait une chance sur 10 d'être contrôlé, et donc 9 chances sur 10 de ne pas l'être. Le deuxième jour, eh bien, à nouveau, il a une chance sur 10 d'être contrôlé, et 9 chances sur 10 de ne pas l'être si jamais il avait été contrôlé. Et s'il n'avait pas été contrôlé,
Bah, c'est pareil, puisqu'on a dit que vraiment, d'un jour à l'autre, les choix des organisateurs étaient complètement indépendants. Les choix d'un jour sont complètement indépendants du jour précédent et de tous les jours d'avant. Donc ça veut dire il conserve autant de chances d'être contrôlé qu'il ait été contrôlé le jour d'avant ou pas. Voilà. Donc le coureur ne peut pas prévoir, en gros, hein, s'il va être plus ou moins contrôlé en fonction de ce qui s'est passé les jours d'avant. Et ça va continuer ainsi. Donc, on est en face de quoi? Donc, je ne vais pas faire l'arbre en entier, hein, parce que il y a 10 étapes dans mon arbre, puisqu'il y a 10 étapes dans la course. Donc, je ne vais pas continuer mon arbre, mais on comprend comment ça se passe, c'est-à-dire qu'on a répété 10 fois de suite une épreuve de Bernoulli, puisqu'une épreuve de Bernoulli, je vous rappelle, c'est une épreuve où soit il y a une réussite, soit on a l'échec, donc avec simplement 2 issues possibles. Donc là, on est tout à fait dans ce cas-là. Et ces épreuves de Bernoulli sont indépendantes et identiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est le même petit arbre ici qui a été répété partout. Donc, quand on va compter le nombre de fois où il a été contrôlé, notre coureur, eh bien, la variable aléatoire qui comptabilise ce nombre de fois va donc être une loi binomiale. Donc là, ici, on nous demande de justifier quelle est la loi. Eh bien ici, on va dire qu'on a répété, donc on répète 10 épreuves, puisqu'il y avait 10 étapes dans la course de Bernoulli. Chaque étape, à chaque fois qu'on dit est-ce qu'on interroge le joueur, est-ce qu'on contrôle le joueur ou pas, c'est une épreuve de Bernoulli. Donc, identique et indépendante. Donc ça, c'était précisé dans l'énoncé de l'exercice, que effectivement la probabilité d'être interrogé un jour ne dépendait pas du fait qu'on ait été interrogé la veille ou les jours précédents. Ici, toutes ces épreuves de Bernoulli, elles avaient un paramètre. Le paramètre pour une épreuve de Bernoulli, c'est la probabilité de la réussite. Alors nous, c'est est-ce qu'il est contrôlé ou pas contrôlé, l'épreuve de Bernoulli. Donc ce qu'on va appeler, nous, la réussite, c'est en fait ce que l'exercice veut qu'on compte. Lui, il veut qu'on compte le nombre de fois on est contrôlé. Donc pour nous, le paramètre, ça va être la probabilité que le coureur soit contrôlé. On avait dit que cette probabilité valait 0,1 dans la question 3. Donc, on répète 10 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, 2 paramètres, on va mettre un S si on veut, P égale 0,1. Grand X compte le nombre de succès. Donc pour nous, le succès, c'est ce qu'on a dit, c'est que le coureur soit contrôlé. Donc grand X suit la loi binomiale. Alors une loi binomiale, il y a 2 paramètres. Donc 2 paramètres Alors, les 2 paramètres, ils sont donnés dans la phrase, n égale 10 et p égale 0,1. Cette dernière phrase, plutôt que de l'écrire, vous pouvez aussi écrire ça, grand X, tilde, tilde veut dire suit la loi, donc grand X suit la loi, binomial, ça se note avec un grand B, les paramètres se notent dans les parenthèses, 10, 0,1. Voilà, donc j'ai donné la loi que suivait grand X et j'ai donné les paramètres de la loi. J'ai donc répondu à la question petit a. Dans la question 4 petit b, on nous dit on choisit au hasard un coureur à l'arrivée de la course, calculé sous forme décimale arrondie au 10 millième. D'accord? Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que mon résultat sera un nombre avec une virgule, c'est ça, une écriture décimale. Et arrondi au 10 millième, ça veut dire qu'il faudra que j'ai 4 chiffres après la virgule. Donc il me faut les probabilités des événements suivants. Il a été contrôlé 5 fois exactement. Ensuite, il n'a pas été contrôlé. Et ensuite, il a été contrôlé au moins une fois. Donc, je commence par 5 fois exactement. Donc, je répète que grand X suit la loi binomiale de paramètres 10, 0,1. C'est ça qui me justifie les formules que je vais utiliser. Je veux la probabilité que le coureur ait été contrôlé exactement 5 fois. Donc ça veut dire qu'à la fin de ma course, grand X, qui comptait le nombre de fois où le coureur était contrôlé,
devra être égal à 5. Donc, comme c'est une loi binomiale, je récite mon cours. J'ai donc le nombre de combinaisons de 5 parmi 10, je repréciserai après ce que ça veut dire, fois la probabilité d'être contrôlé 0,1 qui va être apparu 5 fois sur ma branche, et 0,9 la probabilité de ne pas être contrôlé va apparaître 5 fois également. Donc petit rappel, ça c'est la probabilité d'une branche de l'arbre dont j'ai parlé tout à l'heure qui contiendrait 5 contrôles. Donc ça veut dire que sur une même branche, je vous rappelle, on multiplie toutes les probabilités. Donc le 0,1 qui correspond à une branche contrôle sera rencontré 5 fois, puisqu'on veut 5 contrôles sur la branche. Et le 0,9 qui correspond aux branches C bar sera également rencontré 5 fois, puisque mon arbre a 10 étapes. Donc ça veut dire qu'il y a 10 lettres dessus, qui sont soit des C, soit des C bar. Donc si je veux 5 contrôles, ça veut dire que je veux 5 jours où il ne sera pas contrôlé. Donc 0,1, je vais le trouver 5 fois, et 0,9, je vais le trouver également 5 fois. Ça, c'est pour une branche qui contient 5 contrôles. Donc, ce nombre devant sert à compter dans mon arbre le nombre de branches où il y avait exactement 5 contrôles. Voilà. Puisqu'en fait, toute branche qui contient 5 contrôles aura exactement cette probabilité ici. Donc, je compte combien il y a de branches avec 5 contrôles et je multiplie par la probabilité d'une de ces branches. Je vais le faire à la calculatrice de deux manières différentes. Première manière, je vais d'abord calculer ce nombre-là séparément. Ce nombre-là séparément, c'est exactement celui de... Je utilise la même méthode que dans la première question, c'est-à-dire que je vais utiliser le combinaison. Donc, je vais écrire 10. Je vais chercher mon petit mot combinaison dans mon catalogue. Alors, ça ne se trouve pas que dans le catalogue, ça se trouve aussi à d'autres endroits dans la calculatrice, mais dans le catalogue, au moins, vous êtes sûr de tout trouver. Combinaison 5. Donc ça va être le nombre de branches dans mon arbre avec 5 réussites. Il y en a 252. Donc finalement, dans mon calcul, ça fait 252 fois 0,1 à la puissance 5 fois 0,9 à la puissance 5. Et donc maintenant, je peux appliquer ce calcul sur ma calculatrice. Donc, fois, donc là, ça me prend la réponse d'avant, donc les 252 fois 0,1 puissance 5 fois 0,9 puissance 5. Je valide et je trouve ça. Alors, comme mon exercice me demande une écriture décimale arrondie au 10 millième, donc c'est-à-dire à 4 chiffres après la virgule, en fait, je vais écrire 0,0014, sauf que le 4, comme il est suivi d'un 8, je vais l'arrondir à 5. Donc 0,0015. 0,0015. Autre manière d'obtenir ce résultat. Si jamais je ne connais pas cette formule, mais que je sais faire avec ma calculatrice, qui elle va me faire ce calcul-là, sans même me le montrer, eh bien, je prends ma calculatrice et je vais dans distribution. Donc, distribution, vous voyez, pour moi, c'est ici. Je vais dans distribution et je vais chercher binomial FDP. Je vais dedans, ça me demande le nombre d'essais. Le nombre d'essais, c'est 10. Il y avait 10 étapes dans ma course. Donc, en fait, c'est les paramètres de ma loi binomiale. 10 et 0,1. La valeur de x, c'est 5. C'est que je veux pour x égale 5. Voilà, je valide. Et vous voyez, je trouve exactement la même chose. Donc là, c'est sans être passé par tout le calcul qui est ici. Ma calculatrice, si je connais les paramètres et que je sais la valeur de x que je veux, eh bien, elle me fait ça toute seule. Ensuite, on me demandait la probabilité qu'il n'ait pas été contrôlé. Donc, la probabilité qu'il n'ait pas été contrôlé, c'est P de x égale 0, puisque x est le nombre de fois où il a été contrôlé à l'issue des 10 étapes. Donc, s'il n'a pas été contrôlé, ça veut dire qu'il a été contrôlé 0 fois. Dans ce cas-là, la formule reste la même. 0 parmi 10 fois, s'il a été contrôlé 0 fois, la probabilité du contrôle, elle ne sera pas présente sur ma branche, donc elle sera puissance 0. Et la probabilité de ne pas être contrôlée, par contre, elle sera là
à toutes les étapes de mon arbre. Donc, elle sera là 10 fois sur ma branche. Alors, qu'est-ce que ça me donne? 0 parmi 10, ça vaut 1. Un nombre de combinaisons avec 0 en bas ici, ça fait 1. Fois 0,1 puissance 0, ça vaut 1 aussi, mon nombre à la puissance 0. Fois 0,9 puissance 10. Donc, il suffit que je prenne ma calculatrice et que je tape 0,9 puissance 10 et j'obtiens la probabilité. Donc pareil, je regarde 4 chiffres, je vois que c'est un 6 le quatrième. Je regarde le cinquième pour voir si je laisse 6 ou si je passe à 7. Le cinquième, c'est un 7. Donc je vais arrondir au supérieur, donc par excès. Donc ça me donne 0,3487. Donc 0,3487. Autre manière de faire, c'est toujours en utilisant la calculatrice. Donc je vous le fais encore une fois de plus. Je vais dans distribution. Je vais chercher binôme FDP, 10 essais, probabilité de 0,1. Par contre, cette fois-ci, je veux qu'il soit égal à 0 puisque je veux que mon coureur ne soit pas contrôlé. Je colle et vous voyez, ça me donne exactement la même chose. Je passe donc à la dernière. La dernière, c'était quelle est la probabilité qu'il ait été contrôlé au moins une fois. Alors, au moins une fois, ça veut dire que x, le nombre de fois où il a été contrôlé, doit être supérieur ou égal à 1. Donc, quelle est la probabilité que le nombre de fois où il soit contrôlé soit supérieur ou égal à 1, puisqu'on veut au moins une fois. Alors, pour calculer ça, en fait, il faudrait connaître la probabilité que x soit égal à 1, la probabilité que x soit égal à 2, soit égal à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puisque être contrôlé au moins une fois, c'est être contrôlé soit une fois, soit deux fois, soit trois fois, soit quatre fois, soit 10 fois. Bon, mais quand on a ça à calculer, on sait que ça va être un petit peu long et que finalement, au moins une fois, donc là, si je place les valeurs possibles pour grand X, soit on est contrôlé 0 fois, soit une fois, soit deux fois, soit trois fois, soit quatre fois, soit 5 fois, soit 6 fois, soit 7 fois, soit 8 fois, soit 9 fois, soit 10 fois. Voilà, ça c'est les valeurs de X possibles, le nombre de fois où je suis contrôlé à l'issue des 10 étapes. Moi, je veux la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1. Donc, je veux la probabilité que x soit égal à 1, mais aussi la probabilité que x soit égal à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, à 9 et à 10. Donc, je veux connaître la somme des probabilités de toutes ces issues que j'ai placées en vert. Eh bien, vous savez que la somme des probabilités de toutes les issues possibles pour grand X, eh bien, ça fait 1. Ça fait 100% des cas. Donc là, la seule qui me manque en fait pour que ça fasse 100%, c'est elle. Donc finalement, si je veux la somme des probabilités que j'ai repassées en vert, je vais dire que c'était toutes les probabilités, donc 1, moins simplement celle qui est en rouge. Celle qui est en rouge, c'est la probabilité pour que x soit égal à 0, au passage qu'on vient de calculer juste avant. Donc, ça va me faire environ... Je prends ma calculatrice, je l'ai encore en mémoire ça, donc ça tombe très bien. Vous voyez, je l'ai encore. Donc ici, je vais dire que ça fait, je l'ai encore ici, donc je vais faire 1 moins la réponse. Je vais choper la petite touche réponse là. Hop, ça me donne ça. Et du coup, je trouve 0,6513 suivi d'un 2, donc je vais laisser 0,6513. Puisque le suivant est un 2. Donc 0,6513. Voilà qui vient conclure ma question 4. On vous dit la partie B. Dans cette partie, toute trace de recherche, même incomplète ou d'initiative, même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation. Donc autrement dit, vous avez tout intérêt à mettre vos recherches sur votre copie parce que des fois, des choses qui vous semblent anodines ou ne valoir aucun point, en fait, sont récompensées par des points. Voilà. On donnera les résultats sous forme de fractions irréductibles. Pour un coureur choisi au hasard dans l'ensemble des 50 coureurs, on appelle T l'événement, le contrôle est positif. Et d'après des statistiques, on admet que P de T est égal à 0,05. Voilà.
Donc ça, on l'admet. Hein. Ensuite, on vous dit, on appelle D l'événement, le coureur est dopé. On dit, le contrôle antidopage n'étant pas fiable à 100%, on sait que si un coureur est dopé, le contrôle est positif dans 97% des cas, et que si un coureur n'est pas dopé, eh bien, le contrôle est positif dans 1% des cas. On vous demande de calculer P de D, donc la probabilité qu'un coureur soit dopé. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de noter déjà dans un premier temps tout ce que vous a donné l'énoncé. L'énoncé vous a donné P de T, la probabilité pour un test d'être positif, elle est donc de 0,05. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? L'énoncé, il nous dit que si un coureur est dopé, le contrôle est positif dans 97% des cas. Donc ça veut dire que quoi? Si un coureur est dopé, donc c'est sachant qu'il est dopé, la probabilité que le contrôle soit positif, donc P de T, c'est égal à 0,97. Voilà ce que veut dire la phrase « Si un coureur est dopé, le contrôle est positif dans 97% des cas ». Ensuite, on nous dit « Si un coureur n'est pas dopé, le contrôle est positif dans 1% des cas ». Donc, si un coureur n'est pas dopé, c'est P de D bar, puisqu'il n'est pas dopé. Donc, c'est sachant qu'il n'est pas dopé, la probabilité que le test soit positif, c'est égal à 0,01, puisqu'on nous dit que ce sera comme ça dans 1% des cas. Voilà ce que je connais. La première réaction qu'on a, c'est quoi? C'est d'essayer de faire un arbre. Le problème, c'est que ici, l'énoncé, il n'est pas très sympa avec vous, c'est-à-dire qu'il ne vous donne pas vraiment de quoi faire un arbre. Je m'explique. L'énoncé, normalement, il choisit un parti. Ici, il avait l'air de choisir le parti, vu sa première phrase. Vous voyez, là, il n'y a pas de conditionnement. Donc, il avait l'air de choisir comme parti de d'abord découper la population des coureurs en ceux qui ont été testés positifs et ceux qui ne l'ont pas été. Dans ce cas-là, on mettrait 0,05 et ici, on mettrait 0,95. Et donc, dans ce cas-là, on s'attendrait à un arbre qui partirait vers le coureur est dopé ou il ne l'est pas, le coureur est dopé ou il ne l'est pas. Voilà. En fait, on a envie de faire ça. Le souci, c'est que l'énoncé ici, ce qu'il y aurait sur cette branche-là, si on avait fait cet arbre-là, ça serait la probabilité de D sachant T, donc ce serait la probabilité de D sachant T. Or, ça n'est pas ça. Il faut bien être très clair là-dessus. Donc, ça veut dire que cet arbre-là, ici, les informations qu'on vous a données ne peuvent pas être mises sur cet arbre-là au premier abord, comme ça. Puisque sur cet arbre, à chaque fois, c'est P de D sachant T, P de D bar sachant T. Bref, c'est que du sachant T ou du sachant T bar. Or, on ne vous l'a pas donné. Donc, on avait l'impression que l'arbre devait commencer par T, comme ça. Mais en réalité, quand on essaie de le dessiner, on se rend compte qu'on ne peut pas compléter les branches. On aurait bien aimé compléter les branches, parce que comme on nous demande P de D, bah, ça aurait été quand même assez pratique, puisque P de D, bah, on aurait dit on additionne les probabilités de cette, on multiplie les probabilités sur cette branche, et on additionne à la multiplication des probabilités de cette branche. Le problème, c'est que comme je connais ni ça, eh bien, je ne pourrais pas appliquer cette formule des probabilités totales. Donc on se dit, bah, peut-être que l'énoncé a choisi l'autre sens, et donc a découpé en D ou en D bar, c'est-à-dire d'abord, il considère que les coureurs peuvent être rangés en deux groupes, ceux qui sont dopés et ceux qui ne le sont pas, et que ensuite, dans le groupe de ceux qui sont dopés, il y en a qui ont eu un test positif, il y en a qui ont eu un test négatif. Dans le groupe de ceux qui ne sont pas dopés, il y en a qui ont eu un test positif et il y en a qui ont eu un test négatif. On pourrait imaginer que l'énoncé voulait qu'on fasse cet arbre-là. Alors, il y a des choses qu'on peut remplir. Regardez, ce qu'on peut mettre ici, c'est P de T sachant D. Donc, P de T sachant D, c'est ici, donc c'est 0,97. Donc ici, je pourrais dire 0,97, ce qui reviendra à dire qu'ici, c'est 0,03, puisque la somme doit faire 1. Ensuite, ici, sachant D bar, je connais la probabilité de T, qui est de 1%, donc 0,01. Et ce qui voudrait dire qu'ici, j'ai 0,99. Donc, vous voyez, ces deux probabilités-là qu'on m'a données, elles permettraient de compléter la fin de l'arbre qui partirait en D bar au départ. Le souci, c'est que ici, ce serait P de D qu'il me faudrait. Et c'est exactement ce que je cherche. Voilà. Et donc, on se dit qu'on n'est pas très bien ici dans cet énoncé. Donc, comment on va s'en sortir? On va s'en sortir parce qu'en fait, les arbres qui sont là, eh bien, même si
c'est la même situation vue de deux points de vue différents, c'est-à-dire d'abord je classe en test positif, test négatif, puis dopé, pas dopé. Et dans cette vision-là de l'exercice, je classe d'abord en dopé, pas dopé, et après je vais voir dans chaque groupe qui a eu un test positif et qui a eu un test négatif. Mais ces deux arbres, ils ont quand même en commun les branches totales. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, cette branche-là, eh bien, c'est la branche qui correspond à l'événement. Le test est positif et le coureur est dopé. On retrouve cette branche ici. Ici, le test est aussi positif et le coureur est dopé. Donc, par exemple, je sais que la probabilité de toute cette branche, eh bien, vaut la probabilité de toute cette branche. Donc, le calcul de P de D fois 0,97 vaut en fait la même chose que 0,5 fois ce qui me manque. En fait, ces deux arbres ont des choses en commun. Donc, pour moi, compte tenu des données que j'ai ici, je vais me servir de celui-là. Le deuxième me servira très certainement dans une autre question. Alors, effectivement, P de T, regardez, on me l'a donné, et donc je peux le voir soit comme dans l'arbre d'avant, comme étant la probabilité sur la première branche, soit je peux considérer que si on me l'avait demandé sans me le donner, j'aurais très certainement utilisé un arbre comme celui-là, et j'aurais dit, T, je le retrouve ici et ici, donc d'après la formule des probabilités totales, P de T, c'est censé être P de D fois P de T sachant D, plus P de D bar fois P de T sachant D bar. Ça, c'est la formule des probabilités totales qui me le donnerait. Donc, je vais l'écrire d'après la formule des probabilités totales. Donc, d'après la formule des probabilités totales, eh bien, en fait, P de T, je peux tout à fait dire que c'est égal à P de D inter T plus P de D bar inter T. Dans ce cas-là, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, vous allez me dire, oui, mais P de D inter T, je ne peux pas le trouver puisque c'est P de D fois 0,97 et que P de D, je ne connais pas. Oui, mais justement, le principe, c'est qu'on connaît le résultat de P de T. Donc, en fait, ça peut nous servir à calculer P de T, effectivement, si je connais toutes les branches. Mais si jamais je ne connais pas toutes les branches, mais que je connais P de T, ça va pouvoir me permettre de faire des calculs sur cette partie-là. Donc, P de T, je connais le résultat, je sais que c'est 0,05. Et je sais que c'est égal effectivement à P de D que je ne connais pas, multiplié par 0,97, plus P de D bar, mais P de D bar, si j'écris P de D bar, je vais encore ajouter un truc que je ne connais pas, autre que celui-là. Donc P de D bar, j'ai tout intérêt à dire qu'en fait c'est 1 moins P de D. Vous savez, c'est 1 moins la probabilité qui se trouve là. Et comme ça ne me fait pas une nouvelle inconnue, ça me rajoute juste du P de D que j'avais déjà ici, fois 0,01. Donc en fait, vous voyez cette formule des probabilités totales dont on a l'impression qu'elle sert que à trouver des probabilités du coup totales P de T. Et bien non, ici, elle va nous servir à calculer les probabilités sur des branches à l'intérieur de l'arbre finalement. Mais pour ça, il faut qu'on m'ait donné le résultat de ce que j'aurais trouvé en calculant P de T. Donc ça me donne 0,05 égale 0,97 fois P de D plus 0,01 moins 0,01 fois P de D. Donc, ça me donne. Donc là, j'ai 0,97 P de D et j'en retire 0,01. Donc en fait, j'en ai 0,96 plus 0,01. Donc finalement, mon but, moi, c'est de trouver P de D. Donc je vais chercher à l'isoler. Donc j'ai 0,05 moins 0,01. Donc ça me donne 0,04 égale 0,96 fois P de D. Ce qui veut dire que P de D vaut en fait 0,04 sur 0,96.
Donc on me demandait de donner des résultats sous forme de fractions irréductibles. Donc ça, vos calculatrices peuvent tout à fait vous le faire, hein. Sinon, vous simplifiez par, vous commencez par multiplier au numérateur par 100, au dénominateur par 100, ça va devenir 4 sur 96. Et ensuite, vous savez que 4, c'est 4 fois 1. 96, c'est 4 fois, donc là, il faut chercher un peu, c'est 4 fois 24. Donc on peut simplifier par 4. Ça va nous donner P de D, qui vaut en fait 1/24e. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le résultat? Oui, vous voyez le résultat. Donc finalement, on a trouvé la probabilité pour un coureur d'être dopé. Il y a une chance pour 24 sur 24. Donc, P de D égale 1 sur 24. On passe à la question suivante. Dans la dernière question, on nous demande, un coureur a un contrôle positif, quelle est la probabilité qu'il ne soit pas dopé? Donc là, vous voyez, un coureur a un contrôle positif, c'est donc on est en train de faire des probabilités conditionnelles, hein, c'est un sachant que, donc sachant qu'un coureur a un contrôle positif, quelle est la probabilité qu'il ne soit pas dopé? Donc en fait, je vais traduire tout de suite ce qu'on me demande, c'est sachant que le coureur a un contrôle positif, donc c'est P de sachant T, quelle est la probabilité qu'il ne soit pas dopé? Donc on nous demande P de D bar sachant T. Au passage, si je reparle de mes petits arbres, eh bien ici, j'avais donc une chance sur 24 pour que le coureur soit dopé, et donc j'avais 23 chances sur 24 pour qu'il ne le soit pas. Voilà. Donc au final, cet arbre a été complété avec succès. Si je reparle de l'autre, je vous rappelle, c'était T avec 0,05, T bar avec 0,95. Après, on allait vers D ou vers D bar, chose qu'on n'avait pas, je vous rappelle, hein, qu'on n'a toujours pas d'ailleurs. Mais en fait, vous voyez, la question qu'on vous pose, P de D bar sachant T, en fait, on vous demande ce qu'il y aura sur cette branche ici. Voilà. Et donc, je vous avais dit qu'on pouvait faire le lien entre les deux arbres et que le lien entre les deux arbres, c'était les branches complètes. T inter D, on la retrouve ici. T inter D, D inter T, c'est la même chose. T inter D bar, bah, on la retrouve ici. T inter D bar, c'est celle-là. Voilà, donc on les retrouve toutes, ces branches, dans cet arbre-là. C'est ce qui nous permet de trouver ce qui vient ici. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui vient ici, c'est quoi? Bah, normalement, ce nombre fois celui-là donne la probabilité complète, donc D inter D bar. Et donc ça veut dire que si jamais vous arrivez à connaître ça, en le divisant par ce nombre-là, vous retrouverez ce qui vient ici. Donc soit vous le voyez comme ça, soit vous avez appris votre cours par cœur, et vous savez que la probabilité de D bar sachant T, c'est la probabilité de l'intersection, donc de T inter D bar, divisé par la probabilité de votre sachant que là, donc la probabilité de T, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est la probabilité de la branche complète divisée par celle-là. Puisque normalement, ça fois ça donne ça. Si vous prenez le résultat et que vous divisez par ça, vous retrouvez celui-là. Et donc, comment on va connaître la probabilité de cette branche? Bah, c'est là qu'on fait le lien avec l'autre arbre. Puisque cette branche T inter D bar, elle se retrouve ici. Donc, on sait que la probabilité qui est ici, ça vaut 23 sur 24 fois 0,01. Donc, je vais l'écrire. Ça, c'est égal à donc 23 sur 24 fois 0,01 divisé par 0,05. Bon, là, on va faire le calcul indirectement à la calculatrice. Donc, on a 23 sur 24 fois 0,01 sur 0,05. On valide, on demande à transformer puisqu'on veut des fractions irréductibles et ça nous donne 23 sur 120. Donc c'est égal à 23 sur 120.
Et donc voilà qui vient conclure cet exercice. Alors là, c'était la question 2. Hein. Donc je ne refais pas. Hein. Donc dans la question 2, c'est ça qu'on nous demandait. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire. J'y répondrai volontiers.